Je vais commencer, si vous êtes prêts. Bienvenue au Festival de l'apprendre et bienvenue à notre conférence qui s'intitule donc Voyage et développement personnel. Ce soir, comme c'est un vendredi soir, je voulais faire quelque chose donc assez léger. Donc c'est un peu en même temps un partage d'expérience, un témoignage et puis aussi j'espère que ça peut vous inspirer et vous apporter quelque chose, surtout en ces temps où je pense que ce sujet, on en a beaucoup besoin. Euh, Moi, je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire personnelle parce que c'est un peu, mon histoire d'origine. Ça joue beaucoup finalement dans le sujet que je vais aborder. Alors moi, je m'appelle Tiane et donc au vu de l'écriture de mon nom, T-I-A-N-H-E, ce n'est pas français, c'est chinois. Donc moi, je suis née, en Chine et puis j'ai rejoint mes parents en France quand j'avais 9 ans. Ils étaient partis, quand j'étais encore bébé, voilà, pour, nous construire une nouvelle vie, parce qu'à l'époque, en Chine, c'était pas du tout la puissance, économique, que c'est aujourd'hui. Et puis donc, j'ai grandi avec mes grands-parents et mes oncles et tantes en Chine et à 9 ans, j'ai pu les rejoindre en France. Et à partir de là, en fait, j'ai eu un lien assez particulier entre la France et la Chine. C'est-à-dire que, ben, je passais ma scolarité en France. J'ai découvert une culture qui m'était complètement étrangère jusque-là et puis en été, je rentrais voir ma famille le plus souvent possible, voir mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins, cousines et à partir de là, je m'en suis pas rendu compte au début, mais surtout pendant mon adolescence, ça s'est accentué. Je me suis rendu compte que mon cerveau, automatiquement, comparait à chaque fois que j'étais dans un pays ou l'autre, le comportement, les habitudes des gens et je me posais automatiquement des questions, le pourquoi? Pourquoi ils font comme ça? Et à chaque fois, je me posais ces questions, c'était vraiment pas volontaire en fait, c'était vraiment que par l'observation, rien que le fait d'être physiquement dans 2 pays différents, ces questions me venaient et petit à petit, je me suis rendu compte à quel point, en fait, ça me construisait. Puisque plus on se pose des questions, plus on est curieux et ben, on cherche les réponses ensuite et ça nous apporte énormément au niveau justement personnel et je pense que c'était d'une grande chance pour moi, même si bien sûr à l'adolescence, et même pendant l'enfance, quand on est différent, on en souffre puisque quand on est différent, les gens ne nous comprennent pas forcément, donc ils vont avoir un comportement parfois qui peut blesser. Mais on est bien obligé de survivre dans cet environnement quand même. Donc petit à petit, j'ai compris qu'en fait, finalement, c'était une chance et qu'avec toutes ces comparaisons, ces différences, automatiquement, je pouvais en faire, de cette différence ma force et ma maturité. Et donc cette, multiculturalité, elle est restée très, très ancrée en moi et après être devenue adulte, j'ai voulu poursuivre en fait dans cette curiosité d'aller explorer des cultures différentes. J'ai eu la chance de pouvoir, partir faire des stages à l'étranger, de pouvoir aussi habiter à l'étranger, d'avoir un partenaire, de vie aussi étranger, qui est lui italien et on a eu un projet ensemble, c'est de partir en tour du monde, mais pas juste pour, le tourisme. Mais avec un projet, donc c'était avec un projet éducatif et le but était simplement, en fait, de partager notre propre expérience. Le but, c'était d'ouvrir les jeunes au monde, de les inciter à s'ouvrir plus, à être plus curieux, à accepter la différence, à aller à l'encontre de la diversité, à la rencontre de la diversité, c'est pas du tout le même mot, à la rencontre de la diversité et ben, tout ça par le voyage. On partageait notre expérience, en fait, pourquoi nous on était là, pourquoi on allait à la rencontre de ces jeunes. On allait dans des lycées, des collèges, des associations, des organisations, partout où on pouvait nous accueillir, des universités et on partageait notre histoire. On disait pourquoi on était là. Qu'est-ce qu'on recherchait en fait, en parcourant le monde? Qu'est-ce qu'on y apprend par la différence? Et ensuite, on allait aussi interviewer ces jeunes. Donc, on leur donnait la parole et on leur demandait de partager avec nous leur propre histoire et quelque chose qui leur est vraiment important, une valeur qui leur est importante dans la vie. Et ensuite, on amenait ces vidéos et puis on les montrait à d'autres jeunes d'autres pays. Et notre intention, c'était de leur montrer que oui, on est tous différents, bon, on partage des cultures différentes, mais ça en fait notre richesse plutôt que notre division. Et en plus de ça, quand on les interviewait sur leurs valeurs, que ce soit la famille, l'avenir, l'argent, le futur, l'amitié, l'amour, et ben finalement, ils avaient en fait beaucoup de choses en commun et qu'on poursuit en fait des rêves
qui ont un peu des racines communes et les valeurs humaines, on les partage. Et c'était ça notre intention, de montrer à ces jeunes qui ne pouvaient pas forcément aller à 10 000 kilomètres de chez eux, eh ben, de montrer qu'il y a quand même cette connexion. Et donc, on a nommé notre projet Lesbi Family, parce qu'on voulait montrer qu'on était une grande famille. Suite à cela, donc ce tournement, il a duré 400 jours. Et quand on est rentré, on est revenu s'installer à Lyon, là où on a fait nos études. Et à Lyon, j'ai rencontré l'association On the Green Road, que je représente aujourd'hui. On the Green Road, c'est aussi une association qui est née d'un voyage à vélo. Les 2 cofondateurs, sont partis en vélo, faire, l'Amérique et l'Asie et puis ils sont allés interviewer en fait des personnes, sur des initiatives environnementales et donc leur but, c'était de montrer qu'il y avait beaucoup d'initiatives individuelles ou en groupe, environnementales partout dans le monde. Ils en ont fait un documentaire qui s'appelle On the Green Road et puis, ils ont cofondé donc cette association qui vit aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui un coprésident, enfin 2 du coup 2 coprésidents, ils sont 2 présidents, 3 salariés et en fait quand j'ai rejoint et pardon, tous les ans on accueille, une dizaine de volontaires et on a poursuivi dans cette veine de vouloir sensibiliser au développement durable grâce au voyage. Par un voyage surtout qui est engagé et qui a un impact positif. Et en fait, quand j'ai rencontré l'association, je ne suis pas devenue salariée tout de suite, mais j'ai été accompagnée par eux pour produire, pour continuer en fait mon projet. Donc j'ai été exploratrice. C'est on aime bien, voilà, combiner des mots dans notre asso, donc c'est exploratrice puisque, j'ai été accompagnée en tant que voyageuse engagée dans la continuité de mon projet et j'ai pu, continuer à donner des conférences, à faire, des ateliers et des expos photos, avec eux. Et en fait, l'année dernière, avec on s'est rendu compte qu'on avait cette vision commune de vouloir inspirer encore plus de jeunes à voyager, mais avoir un voyage qui a plus de sens, qui soit vraiment un élément formateur de leur, parcours, qui soit une étape initiatique de leur vie. Par cette volonté commune, j'ai rejoint donc, l'association On the Green Road en tant que salariée. Mais aujourd'hui, je suis plus là, du coup, pour vous partager mon expérience personnelle. Ça, c'était un peu le background, l'historique, que je pense quand même important puisque ça ancre beaucoup dans le sujet d'aujourd'hui qui est le voyage, et le développement personnel. Avec, ces années et ces expériences et ces rencontres que j'ai vécues par le voyage, j'ai ren je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un cycle. Un cycle qui commence par, le quotidien, où on a une vie stable. On a notre, rythme, pour ne pas dire routine, mais on a un autre rythme. On a des devoirs. Certains d'entre nous aussi ont des responsabilités. On a aussi des opportunités. Parfois, on les saisit, parfois, on les ignore. Et puis, on a ces moments un peu de vacances qui vient, voilà, créer un peu des poches de vide dans cette vie assez rythmée. Et souvent, ces vacances, elles sont pour nous des échappatoires pour oublier le quotidien. Ça, c'est le quotidien. Ensuite, le deuxième élément du cycle, c'est le voyage. Justement, quand on part. Et pour moi, ce moment de voyage, en fait, c'est véritablement un moment où on absorbe beaucoup, beaucoup de choses. Et une fois qu'on rentre du voyage, le troisième élément, c'est le retour. Et bien, c'est là où finalement tout se joue. Est-ce qu'on digère bien ce voyage? Est-ce qu'on va s'en imprégner pour mieux se construire? Ou est-ce qu'on va juste retourner dans le quotidien? Et c'est là où c'est crucial parce que pour moi, ce cycle, si on part du quotidien, on va en voyage, on apprend des choses, on revient, et si ce retour, on joue les bonnes cartes, alors ça va créer un nouveau quotidien qui va être meilleur, où on va se sentir mieux, qui va nous apporter plus d'épanouissement, plus de bonheur. Et puis le cycle va continuer comme ça tous les ans et on va partir en voyage parce qu'on vit quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir le faire en dehors de ce contexte sanitaire, entre parenthèses. Mais en tout cas, ce cycle, pour moi, s'il se construit bien, il va devenir plutôt une spirale, et puis on va s'épanouir de plus en plus. Le voyage, c'est, par contraste avec le quotidien, c'est la liberté. Le mot-clé, pour moi, c'est la liberté.
on sort en fait de tous les cadres de la société et quand on va rencontrer des gens, on est totalement libre de s'exprimer, d'être nous-mêmes. Puisque de toute façon, les personnes qu'on rencontre en voyage, on va plus les revoir. Donc à quoi bon se masquer derrière, heu, est-ce que je suis une mère? Est-ce que je suis un père? Est-ce que je suis un ingénieur? Est-ce que je suis un postier? Est-ce qu'on se définit par rapport à ces cadres de la société, un métier, une place dans la famille? Ou est-ce qu'on est juste nous-mêmes? Parce que de toute façon, pendant le voyage, tout ce qui compte, c'est juste la rencontre d'un individu à un autre. C'est la liberté de s'exprimer, de vivre aussi avec soi-même. Pendant un voyage, on n'a pas, justement, encore une fois, tous les liens sont coupés. On est juste avec soi-même ou alors avec la personne avec qui on est, avec qui on part en voyage, mais il n'y a plus tous ces liens avec la famille, avec les amis, avec le travail, avec, tout le système administratif qui nous permet de vivre en société. Tous ces liens sont coupés et en fait, on a vraiment cet espace pour s'exprimer, être avec soi-même et vivre avec soi. Et dans ces moments-là, c'est les moments où on peut s'observer. Hem, on s'observe dans des situations différentes. Comment on réagit lorsqu'on se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas du tout? Comment on réagit lorsqu'on ne connaît pas, la langue du pays? Comment on réagit lorsqu'on se retrouve avec des inconnus? Est-ce qu'on est méfiant? Est-ce qu'on est plus ouvert? Et cetera. On s'observe dans cet environnement qui est différent. Et c'est là où, en fait, pour moi, les opportunités qui nous arrivent en voyage, puisqu'on est en dehors de ces carcans de la société, on est plus ouvert à recevoir ces opportunités qui parfois, dans notre quotidien, notre raison va nous dire de ne pas saisir. Et pendant le voyage, puisqu'on n'est plus dans tout ce contexte, ben, on est plus ouvert à recevoir ces opportunités. Dans le voyage aussi, on dépasse nos limites. Il y a certaines limites, physiques. On va peut-être, dépasser des limites, physiques qui sont liées à nos performances, sportives. On se donne des challenges. Peut-être qu'on va aussi surpasser, moi je le sais dans mon cas, c'était par exemple le dégoût de se retrouver toujours dans un endroit différent, qui est peut-être sale, qui est peut-être avec des inconnus et de dépasser ça. Parce que encore une fois, on est dans un contexte différent et on n'a plus toute cette protection, toute cette sécurité de la société, du quotidien. Donc on doit se surpasser. Et pendant le voyage aussi, on aiguise l'intuition. Et l'intuition, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste prendre un temps de pause et s'écouter. Notre intuition, elle est toujours là. C'est juste que dans la sécurité de la société, tout est mis en place, donc on n'a plus vraiment de choix à faire. On sait quel chemin suivre. Et du coup, notre intuition, petit à petit, elle va se taire. Mais une fois qu'on est en voyage et qu'on n'a plus toute cette sécurité, on n'a plus ces repères, on n'a plus ces cadres, l'intuition se réveille. Et là, c'est de prendre un temps de pause, s'écouter. Je le sens ou je le sens pas? Et l'intuition, elle va nous donner la réponse et on va prendre des décisions qui sont plus en phase avec soi-même. Pendant les voyages, pendant tous les voyages que j'ai vécus, finalement, les meilleurs souvenirs qu'on a gardés, moi et mon compagnon, ce sont les rencontres. C'est les rencontres qui nous ont appris le plus sur notre vie, sur nous-mêmes et aussi sur finalement, ben, les humains. Hem, je vais vous partager un peu quelques rencontres qui m'ont vraiment touchée et en quoi, elles ont vraiment changé ma vie. Je vais vous montrer en fait ça c'est un de mes carnets de voyage. Heu, il est assez, petit en taille mais, très épais comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était la 1re moitié de mon tour du monde et là, je vais ouvrir une page, ce qui s'est passé en Argentine. Voilà et je vais vous présenter ces, 2 personnes. Alors, ici donc c'est moi, de l'autre côté, c'est mon compagnon Silvio et au milieu, ce couple
qui est sino-argentin. Il s'appelle elle s'appelle Juli pour Julia et lui s'appelle Fede pour Federico. Comment on est venu à cette photo? En fait, pendant le tour du monde, donc on a commencé au Brésil, puis on commence à descendre, on prend le bus, on prend des quarts de nuit et on arrive en Uruguay. Et là, le jour où on arrive en Uruguay, donc Silvio, mon compagnon, arrive à contacter un de ses anciens collègues qu'il a connu seulement pendant 3 mois, un collègue, uruguayen qu'il a connu en Espagne. Et puis il arrive à le contacter par texto et cet ami, cet ancien collègue uruguayen nous invite à dîner chez lui. Puis il nous demande: «Quelle est votre prochaine étape?» On dit: «Ah bah, on va aller à Buenos Aires». Il dit: «Ah mais j'ai ma cousine là-bas». «Bah, vous pouvez la contacter. Vous y allez quand?» «Après-demain». «Pas de souci, envoie-lui un message et puis elle sera contente de vous accueillir». On lui envoie un message le lendemain, tout content. Elle était effectivement super sympa, mais elle nous dit: «C'est dommage parce que j'accueille déjà quelqu'un chez moi. Par contre, j'ai une amie, heu, elle, peut-être qu'elle peut vous accueillir, Julia». On me dit: «Bon, bah, pas de problème, on va essayer de la contacter» et en l'espace de 2 jours, on a réussi du coup à nous trouver une maison puisque Julia nous a dit: «Pas de souci, vous venez demain et on vous accueille, pour le temps que vous voulez». Du coup, on arrive chez eux et le soir même, ils nous filent les clés. Ils nous disent: «Bah, à partir de demain, vous pouvez explorer la ville, il y a aucun souci, on vous file les clés» et on passe 5 jours chez eux, intenses, intenses en amusement. Ils avaient, un baby-foot chez eux. Du coup, on faisait des matchs tous les soirs. Bon, bien sûr, vous savez bien que, voilà, les moments autour de la cuisine, c'est les meilleurs. Donc, voilà, fondue au chocolat, asado qui est le barbecue argentin, plein de viande, pas très, vegan friendly et puis on joue aussi avec leurs, ils invitent aussi, leurs amis le week-end et puis on joue tous ensemble et c'était comme ce qui était assez magique, c'était on se sentait pas du tout avec des inconnus. On a été tellement en fait, eux, ils nous ont tellement fait confiance et ouvert leur maison qu'on s'est senti comme si on retrouvait des amis d'enfance ou des amis qu'on n'a pas vus depuis beaucoup d'années. Parce que le dialogue était très, très finalement fluide et naturel et simple. Parce qu'on savait qu'il y avait que ces quelques jours qu'on allait passer ensemble dans notre vie. Et donc, on n'avait aucun masque, aucun carcan de la société. On était juste naturel et vrai. On était 100% nous-mêmes. Et on a fini par passer vraiment des jours incroyables ensemble. Et là, du coup, cette photo, en fait, on était tellement contents, on est allé dénicher dans un magasin un gros puzzle avec un dragon dessus parce que, bah, on savait que c'était, parce que Rouli adorait les dragons et que tous les 2 ils adoraient faire des puzzles. Je vous montre je vous partage aussi d'autres moments. Alors, j'aurais dû mettre un marque-page, mais il est tombé. Des moments au Pérou, voilà. Alors, on arrive au Pérou et ça, c'est ma famille nouvelle famille d'adoption. En fait, on avait, quand on vivait en France, dans le sud de la France, à Narbonne, il y a eu un moment un stagiaire péruvien qui est venu, qui était très discret et timide. Mais on l'invitait à toutes les soirées qu'on passait ensemble puisque c'était une communauté assez, internationale. Il y avait beaucoup de thésards, de stagiaires qui venaient de tout pays et donc on faisait des soirées jeux, tout ça ensemble. Mais lui, il était très discret et il parlait pas super bien français donc il était plutôt silencieux. Mais on essayait quand même de faire attention à lui, de l'intégrer et je pense que ça l'a touché parce que quand on a commencé à notre tour du monde, il a pas arrêté de nous envoyer des messages. Il nous disait: «Venez au Pérou, venez chez moi, on vous accueille» et cetera. Et nous, au début, on était un peu méfiants. On trouvait ça bizarre. On disait: «Mais on ne le connaît pas tellement, pourquoi il nous envoie tout le temps des messages, pour nous inviter chez lui?» enfin et donc on a typiquement cette peur de imaginez-vous là, vous vous promenez dans la rue, il y a quelqu'un qui vous dit: «Venez chez moi», ça fait peur, mais assez vite, on s'est dit: «Non mais bon,
y a on va dépasser un peu cette méfiance, on y va, on dit oui et puis on voit ce qui se passe, quoi. De toute façon, c'est pas grave, on peut partir, si jamais. Bah, c'était la meilleure décision du monde parce qu'on a fini par, avoir les meilleurs souvenirs de notre voyage. Puisque on est allé donc tout d'abord chez sa cousine à Lima. Donc là, vous voyez ici, la belle femme souriante, c'est sa cousine. Ici, donc c'est notre ami Lénine, celui qui nous invitait. Là, c'est Cynthia, sa cousine. Et puis, il y a le mari de Cynthia qui est en train de prendre le selfie, qu'on voit pas, et la fille de Cynthia. Et même dans le même foyer, il y avait aussi la maman de Cynthia qui habitait avec eux. Et en fait, je suis restée 4 semaines chez eux, à Lima, pendant que mon compagnon Silvio, il a dû, pour des raisons de travail, faire un aller-retour en Europe. Donc moi, je suis restée toute seule chez eux pendant 1 mois. Vraiment, on s'était jamais vu avant chez sa cousine. Sa cousine, je la connaissais pas du tout. En fait, Lenny, notre ami, il est venu avec nous 2 jours et puis il est rentré chez lui et il m'a laissée donc chez sa cousine à Lima. Je parlais espagnol, un poquito, comme on dit. Donc j'ai quelques mots d'espagnol et paf, je me retrouve parachutée dans cette famille pendant 1 mois et je me suis sentie comme une enfant adoptée. Vraiment, ils m'ont traitée comme une enfant adoptée. Tout de suite, ils c'est un peu, émouvant en fait de s'en souvenir parce que ça fait déjà 2 ans, mais ils m'ont pas un instant fait sentir que j'étais une étrangère, pas un instant senti que j'étais une inconnue. C'était vraiment on partageait tout de suite tous les repas, ils me demandaient rien en retour. Hem et moi du coup, alors comme j'adore cuisiner, j'allais aussi, je leur cuisinais des dîners et cetera. On essayait de partager des histoires plus ou moins, on essayait de se comprendre avec des mots, à moitié en espagnol, à moitié en anglais. Ils me confiaient leur fille, heu, ils devaient aller visiter quelqu'un à l'hôpital et leur fille qui avait 8 ans me dit: «Est-ce que tu peux la garder cet après-midi, vu que tu vas te promener, est-ce que tu peux l'emmener avec toi?» et cetera. Ils me confiaient leur fille et la maman, qui avait à peu près, 55 ans, elle allait au marché tous les jours et elle me parlait pas beaucoup, elle était très timide aussi, mais elle aimait bien m'emmener avec elle. Comme si c'était un peu pour me montrer, c'était: «Ah, j'ai une voyageuse chez moi». Elle se faisait belle et puis elle m'emmenait au marché, elle était toute contente. Enfin moi ça m'émouvait beaucoup, beaucoup et on allait et en fait cette photo-là, on l'a prise juste, on est allé se promener un soir, on a pris le bus, on est allé au bord de la mer, on a regardé le coucher de soleil et en rentrant, on est allé au supermarché. Et moi, ça m'a c'était un des meilleurs souvenirs parce qu'aller au supermarché, ça m'a rappelé comme quand je rentre en Chine et qu'on allait au supermarché avec mes grands-parents parce que c'était quelque chose d'assez nouveau, le supermarché, pendant les années, fin des années 90, début des années 2000. Il commençait à y avoir ces grands supermarchés, et type, Walmart et en fait, ça n'existait pas avant. Du coup, ça m'a rappelé exactement ça. Toute la famille au supermarché, c'était un peu la promenade du dimanche soir et puis on achetait des bons trucs à manger et on les cuisinait ensemble et on mangeait ensemble. Hem et voilà, donc c'était ma famille adoptive pendant 1 mois et quand Thibaut est rentré, on lui a fait une fête surprise parce qu'il venait justement d'obtenir son diplôme de doctorat et c'était tout simplement comme une famille. Et puis à la suite de ça, on est allé, chez les parents de Lénine. Hem Et là, je vais vous montrer une photo, assez rigolote. Alors chez les parents de Lénine, en fait, eux, ils habitaient par contre dans un petit village. Vraiment, c'était un petit village en bord de route. Il y avait le village, il devait faire justement quelques maisons et eux, ils tenaient un restaurant en bord de route. Hem et on y est allé normalement pour rester, allez, 4-5 jours et finalement, on est resté 1 mois entier. Parce qu'au bout de 4-5 jours, Lénine, lui, il devait rentrer travailler dans sa ville et puis nous, on devait repartir. Mais sa maman, elle arrêtait pas de dire: «Oh, mais dans 3 semaines, c'est l'anniversaire de Lénine, ce serait tellement bien si vous pouvez rester» et cetera. Alors au début, bien sûr, nous on disait: «Ah oui, ce serait bien», mais on pensait pas vraiment rester. Et puis au bout de 1 ou 2 jours, elle en reparlait et justement, c'est là où l'intuition joue. C'est que j'ai senti, je me suis dit: «Je crois qu'il faut qu'on reste» et j'ai même dû convaincre
Silvio, mon compagnon, qu'on reste, mais je savais pas trop lui expliquer. Je lui dis juste, je sais pas, je sens qu'il faut qu'on reste. Et encore une fois, mon intuition m'a donné la bonne réponse, elle m'a fait faire le bon choix. Parce qu'on a passé un mois entier, on les a aidés à repeindre tout leur restaurant. Ils m'ont invité à dessiner un gros dessin sur le mur de leur restaurant, qui est celui-là. C'est un poisson en fait, typique, de la rivière, juste à côté de chez eux, et ils en font une soupe et c'est quelque chose de très connu dans les villages aux alentours. Ils m'ont invité à dessiner cet énorme dessin sur, leur mur. J'étais vraiment, honorée, j'en avais jamais dessiné avant, et on les a aussi aidés à construire, un peu des escaliers dans leur, jardin, qui était en pente avec des pierres, et on a partagé tellement de moments ensemble. Encore une fois, c'était vraiment comme une famille. On allait au bord de la rivière et puis on faisait des feux et on faisait des barbecues et on faisait de la musique, et il y avait toute la famille, et on a fait une fête surprise, à Lénine qui rentrait, 3 semaines plus tard pour son anniv, qui s'attendait pas du tout à ce qu'on soit encore chez ses parents, et donc on lui a fait une grosse surprise. Puis là, c'est Silvio qui essaie d'apprendre à tuer un coq et qui n'y arrive pas, il a pas réussi. Donc moi, il a essayé, et le jour où on est partis, là, j'essaie de vous lire, j'aimerais justement partager un peu plus, voilà, des choses très, voilà, c'est plus un partage d'expérience qu'une conférence, mais j'ai envie de vous lire un peu ce que j'ai ressenti à ce moment. Donc là, c'est le dernier jour, et donc j'ai écrit le dernier jour chez Félie et Léo. Félie et Léo, donc ce sont les parents de Lénine. On s'est levé à 6 heures du matin et je finis mon dessin, la kashka, qui est le nom du poisson. Cette amie m'offre un bracelet. C'était une amie de Félie qui était juste de passage et qui nous a rencontrés une soirée, et avant de partir, elle m'offre un bracelet en souvenir du Pérou. Léo nous rajoute plein de chocolat dans le sac à dos, dans notre sac à dos. C'était des chocolats en fait qu'on avait moulus ensemble, qu'on avait toastés ensemble, épluchés ensemble, moulus ensemble. On a appris comment faire du chocolat à partir des graines de cacao. Et donc avant de partir, Léo, qui trouvait pas ses mots, qui était toujours très silencieux, il nous mettait plein de chocolat dans le sac à dos. Et dans la cour arrière, des adios improvisés. Et nous versons des larmes de bonheur et de tristesse. Et on s'y attendait pas du tout, mais tous les 4, on s'est mis à juste à chialer tous en même temps, et c'était, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout à vivre ça pendant un voyage. Voilà quelques souvenirs très intenses, et en fait, presque la moitié de notre voyage, on l'a passé chez des gens, vraiment dans la maison de personnes qui ont bien voulu nous accueillir par leur générosité, et c'est là où j'ai eu les meilleures leçons de ma vie. C'est là où j'ai appris que la générosité prime sur tout le reste. La bonté des personnes, prime sur tout le reste, et que c'est juste qu'elles ne sont pas aussi évidentes, et que dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, elles ne sont pas juste aussi évidentes, et qu'il faut aller plus le chercher. Et il faut aller le chercher justement avec un cœur plus ouvert, avec plus de curiosité, avec plus d'ouverture, et savoir accueillir en fait cette générosité. Et depuis, justement, depuis que je suis rentrée de ce voyage, je me sens changée. Et encore une fois, j'ai envie de partager avec vous comment je me suis sentie changée avec, là, un carnet. Ça, c'est mon journal intime après post-voyage, et j'ai écrit justement, en quoi j'avais changé. Les premiers mots que j'ai écrits, c'est vraiment: «Je me rends compte que je suis plus souriante avec les inconnus». Alors c'est pas des sourires, justement de politesse. J'étais déjà avant souriante, mais je sens mon sourire plus radieux. Naturellement, il s'étend sur mon visage, grand et brillant. Et ça, je m'en suis rendu compte seulement une fois de retour. Je vous parlais de ce cycle du retour qui est crucial, c'est que quand on revient dans un contexte si habituel, dans ces cadres-là, on se rend compte tout d'un coup comment on a changé. Et du coup, ce sourire, ça m'a marqué. Je me suis dit: «Mais pourquoi je souris d'aussi bon cœur, en fait, avec des inconnus?» Et ça, c'est resté. Hem
De même, avec ma famille, je laisse passer des commentaires que je ne pouvais supporter avant. Je réponds par l'humour. Mais parce que ça vient vraiment de moi, je me sens bien avec aussi. Je ne repousse pas et je n'enterre pas. En ça, j'ai grandi. Je ne suis plus contre les choses, contre les personnes. Pareil avec, des personnes qui ont peut-être un peu de pessimisme en eux, je me suis rendu compte que j'étais aussi plus ouverte à ça. En fait, c'est juste un temps de pause et je me dis: «Attends, mais il y a peut-être une histoire derrière». Je vais plus juste être agacée ou répondre par le négatif. Je me dis: «Tiens, il y a peut-être une histoire derrière» et ça, c'est grâce à toutes ces rencontres que j'ai fait pendant les voyages que je me rends compte qu'effectivement, bah, tout le monde a son histoire et on cherche finalement tous à bien faire. Je vais donner juste là quelques exemples, mais je crois que à la fin, quand on est de retour, quand on pose les valises, c'est un moment vraiment de réflexion et où il faut s'écouter et prendre ce temps. Prendre le temps comme on prend le temps quand on est en voyage. C'est s'écouter et se comprendre à chaque moment et discerner justement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Quand on est en voyage, on est obligé de le faire parce qu'on n'a plus de sécurité justement. Donc on est obligé de discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais et de faire ce choix. Et quand on est de retour en voyage, même si on se retrouve dans ce quotidien, eh ben, on peut apprendre de ça et discerner qu'est-ce qui me draine mon énergie et au contraire, qu'est-ce qui me ressource. Et ça, je crois que pendant cette période, ces dernières années où justement les conditions étaient assez difficiles, où justement notre vie sociale, en a été impactée et donc notre morale et notre psychologie aussi, c'est très, très important de savoir discerner ça. Qui dans ma vie me draine de l'énergie et qui m'en apporte? Quelles activités vraiment me coûtent et quelles activités me donnent de la ressource? Et savoir discerner ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Si on a de la chance d'avoir des parents qui ont été assez clairvoyants pour nous l'apprendre, tant mieux. Mais je crois que finalement, c'est pas quelque chose qui nous vient naturellement et qu'il faut qu'on apprenne à intégrer plus dans notre vie. C'est ça, apprendre du coup à être plus en phase avec soi-même. Je me souviens que avant, j'avais dit à un moment à un ami que je trouvais très chanceux. Je me disais: «Mais il lui arrive toujours des trucs cool et tout va fluidement dans sa vie». Alors je lui disais: «Mais toi, tu es chanceux de toute façon comme mec». Et il me répond avec un grand sourire, il me dit: «Mais Tiane, je suis pas chanceux, je suis juste en phase avec moi-même». Et ce truc, il m'est vraiment resté parce que maintenant je le comprends bien depuis mon retour de voyage. Parce que j'applique ça au quotidien et c'est vrai que quand on s'écoute, quand on choisit, non pas par obligation, mais quand on comprend que nos choix, ils sont basés seulement sur notre ressenti et sur notre connaissance de nous-mêmes, et ben effectivement, quand on est en phase avec moi-même, on attire mieux les opportunités, on attire les bonnes personnes autour de nous et on fait les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est quelque chose qui est assez, difficile finalement à faire comprendre, mais qu'il faut justement juste apprendre par soi-même. Donc aujourd'hui, je vous partage ces expériences, je ne suis pas là pour vous dicter et pour vous donner des leçons de vie, mais plutôt essayer de vous impulser une, peut-être à changer un système, un automatisme que vous avez, un mécanisme que vous avez, peut-être à inspirer ne serait-ce une nouvelle question. Je prétends pas dire que je vais changer un comportement en entier, mais peut-être si la prochaine fois qu'il vous arrive de prendre une décision, vous vous arrêtez juste, vous prenez une pause, vous faites un pas en arrière et vous vous demandez, vous vous écoutez: «Est-ce que je le sens ou je le sens pas?» Et non pas par tous ces raisonnements de la tête, se dire: «Oui, mais comme ça, c'est plus raisonnable. Oui, mais l'autre, il attend de ça de moi. Oui, mais j'ai des responsabilités». Non, juste sentir qu'est-ce que votre voix intérieure vous dit et ce n'est juste qu'un instant, une question à se poser. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous arrivez plus à prendre des décisions qui sont justement plus en accord avec vous-même et vous vous comprenez mieux. Et petit à petit, par tous ces expériences, tous ces expériences au quotidien, vous allez peut-être changer quelque chose en vous. Hem,
Je crois que je vais laisser juste la place à la discussion parce que j'ai du coup, bon, partagé beaucoup de finalement de mon intimité, de mes expériences personnelles. C'était pas forcément hyper structuré, mais je crois que c'est pas forcément une obligation que ce soit structuré. Hem, J'espère que au moins un message est passé, mais j'aimerais bien aussi entendre vos histoires à vous. Est-ce que vous avez, justement vécu quelque chose, une rencontre, avec la différence, une expérience, un challenge, quelque chose juste de différent de votre quotidien qui vous a marqué et que vous aimeriez peut-être partager avec, nous tous, aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un se sent, de nature généreuse ce soir et nous partager ses histoires? Coucou. Coucou, Marie? Oui, bah, merci beaucoup pour ce partage. C'est hyper original et hyper cool en fait de partager ça. J'ai jamais pensé en fait parce que j'ai voyagé aussi et tout ce que tu m'as dit me parle énormément. Euh, ouais, et non, et en fait c'est hyper important en fait de partager ça, je trouve, parce qu'en effet le voyage et l'ouverture, enfin créer l'ouverture à la différence et fait du bien aussi dans notre vie, je trouve. Franchement, je sais pas quoi dire parce qu'il y a énormément de choses, mais en tout cas, je sais qu'en ce moment, je suis dans une période où je sais pas si je m'écoute vraiment encore. Je suis un peu fatiguée, un peu surmenée, etc. Et parfois, je repense au voyage et je me dis, ben, pense à comment tu étais là et tout. Je me suis repassée tout le temps pendant le voyage, comme tu disais, physiquement, mentalement. Donc, je sais plus, peut-être ça va me venir, peut-être il y a des choses qui vont me venir, mais en tout cas, c'est chouette d'en parler. Et juste, tu fais partie d'une association, c'est ça? C'est ça, On the Green Road. C'est ça, ouais, ouais, tu Ouais, l'avais expliqué au c'est une début. association, lyonnaise et puis on est à fond dans le voyage engagé, le voyage à impact positif et aujourd'hui dans le voyage local, le voyage à 2 pas. Pour nous, la philosophie du voyage, c'est d'être à la rencontre de la diversité Ouais, et en fait, juste justement de regarder les choses d'un autre œil, de regarder les choses différemment et c'est ça pour nous, effectivement le sens du voyage. trop bien. Je crois qu'effectivement quand tu partages cette fatigue, actuelle, je pense que beaucoup d'entre nous effectivement le sentent parce qu'on n'a plus cet échappatoire social. Ouais. Et finalement, bah, je me dis, parfois, on a le droit de de ne rien faire et de se poser et juste de s'accorder ce temps et pendant le voyage, c'est ça aussi de quand on a la liberté justement de n'avoir aucune obligation, on n'a pas de problème à s'accorder une pause. «Ah bah, Ouais, cet endroit est cool, je vais rester une semaine de plus» ouais, c'est ça. et Mmh. dans le quotidien, on a l'impression qu'on en doit à beaucoup de personnes Mmh. et on met beaucoup de temps à comprendre. Finalement, les obligations, on les doit à personne. Par contre, on se doit de prendre des pauses, de s'écouter et de se donner de répondre, à nos propres besoins. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. J'ai toujours besoin de bouger, envie d'aller ailleurs et tout. C'est grave, hein, genre, c'est jamais content d'être ici. T'as toujours envie de bouger. Et moi, mon copain, contrairement au tien, lui, il est beaucoup plus casanier. Et ouais, pas de souci. Pardon, désolée. Je suis au Pas de travail, souci. donc il y a un peu de travail, un peu de bruit. Enfin bon, bref. Donc en gros, c'est pas. Mais c'est un de mes rêves, c'est de partir avec mon copain et de lui montrer cette ouverture d'esprit qu'on pourrait avoir. Je suis sûre que ça arrivera un jour. Moi aussi, j'ai mis un an avant de convaincre le mien, donc Ah oui, t'inquiète pas, ça arrivera. je t'enverrai un mail. Je t'enverrai un mail. J'avais envie de te parler un peu. Oui, d'ailleurs, je vais vous partager effectivement mon mail parce que Ouais, si vous souhaitez, m'écrire, ou connaître plus notre association, voilà, il y a aucun souci. Bah, cool. merci en tout cas pour, Merci ce à toi. partage Marie. Merci. Est-ce Mmh, que quelqu'un a envie aussi de faire un petit partage? Oui, Cyrielle? ouais, je veux bien leur remercier. Moi, je vous ai pris en cours de route, désolée. J'étais coincée dans les bouchons du couvre-feu. Hem, je voulais juste partager, moi, le fait que, j'ai la sensation que
j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande pendant 9 mois. Enfin, je suis partie sans trop savoir combien de temps j'allais rester là-bas, dans une optique de déconditionnement total. C'est-à-dire de voir si je fais changer à peu près tout mon contexte affectif, environnemental, contextuel en général, qu'est-ce qui va rester du coup? Donc c'était une sorte de démarche d'exploration, c'est sûr, du monde, mais aussi de moi-même par la même occasion. Et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant finalement de voir ce qui est invariant en soi en contexte de voyage quand tout a changé. Et aussi du coup de comment ce qui vient, les retours qui sont faits des autres qu'on ne connaît absolument pas, d'arriver à discerner quels sont ceux qu'on reconnaît, qu'on a déjà entendus. Voilà, c'est vraiment intéressant à observer ça. Et la question existentielle derrière tout ça, c'est comment maintenir cette posture exploratoire et cette ouverture quand on rentre de péripéties, de telles péripéties, d'une sorte d'alimentation et de stimulation continue, d'un renouveau permanent en fait. C'est-à-dire que toute l'attention et toute l'énergie est mise au service, enfin c'est mon point de vue, hein, est mise au service d'une acculturation en fait à ce contexte qui est très différent. Donc toute l'énergie est portée vers l'extérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au début. Il faut capter la langue, il faut essayer de se repérer sur les habitudes, les fonctionnements. Et du coup, tu parlais de ton sourire au retour, qui avait changé, qui s'était grandi. Ouais. Moi, j'ai une expérience un peu similaire quand je suis rentrée en France avec mon gros sac à dos. En fait, je me suis rendu compte que tout le monde me souriait dans les transports en commun, dans les bus. Alors pourtant, le retour à l'aéroport de Paris, il est violent, quoi. Quand tu es dans un contexte bisounours, culture anglo-saxonne, et là, je me retrouve à Roissy, ça a décalage total. Mais pour autant, il y avait des gens, mais je sais pas, ils venaient vers moi dans la rue, et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est génial, cool, ça a tellement changé en France depuis que je suis partie, c'est merveilleux. Sauf qu'en fait, je pense que ça venait vraiment de ce que je pouvais diffuser, parce que après, ça s'est éteint, malheureusement, cet état-là et ces interactions se sont amenuisées, et je pense que c'est parallèle au fait que moi-même, peut-être petit à petit, je reverrouillais les portes, clic, 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 et à me remettre finalement dans des voies intérieures un peu trop cloisonnées. Donc voilà, si je vous pose cette question, à vous voyageurs, comment maintenir l'état exploratoire dans un contexte routinier et connu et stable? Ah, Voilà. on a Pascal qui Cool. lève le doigt. Pascal. Il arrive à... Pardon, Voilà. parce que je cherchais mon micro, il y a des fenêtres pop-up pour passer entre le logiciel. Bonsoir à tous. Oui, je suis sensible à ce que dit Cyrielle parce que moi j'ai une expérience de voyage et merci encore Tiane, Marie aussi derrière et puis Cyrielle pour vos témoignages. En fait, moi j'ai avant de partir en voyage en 2017, dans le cadre en fait d'une césure au niveau professionnel, j'ai voulu casser mon compte épargne-temps et partir à la rencontre de l'autre, pas très loin, puisque j'ai juste passé la frontière des Alpes. Je suis à Lyon et donc je suis allé sur Turin pour suivre une formation en résidentiel là-bas, habiter chez l'habitant. Et donc, ce qui me parle beaucoup par rapport au témoignage de Cyrielle, c'est qu'au retour, un peu comme Tiane,
J'avais le sourire, l'enthousiasme, la volonté de partager et les gens que je croisais, même mon entourage, heu, c'était un peu paradoxal parce que moi, heu, ça m'a mené à un divorce aussi. Donc, le fait de partir n'était pas forcément un échappatoire, mais le retour a été compliqué à gérer. Ceci dit, comment garder l'esprit voyageur, alors que j'aurais pu, m'effondrer, heu, avec tout ceci? Parce qu'on a des enfants, donc c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Heu et ben, en fait, je me suis investi comme city greeter. Je ne sais pas si vous connaissez, ce principe qui est que des habitants, accueillent, des touristes étrangers, des gens qui sont de passage ou qui s'installent à Lyon, mais étant d'origine, étrangère ou tout simplement ne connaissant pas Lyon. Et j'ai trouvé ça très riche parce que, derrière le sourire de Tian, il y avait j'ai l'impression, hein, de cette volonté d'encore partager, d'aller à la rencontre de l'autre et tout ça, c'est des vibrations qui viennent du cœur, c'est pas du cérébral effectivement. Ouais. Heu et ça, je peux en témoigner dans chaque rencontre, à quelques rares exceptions près, la vibration était présente. Parce que moi, j'étais prêt à accueillir et recevoir la curiosité de l'autre qui vient visiter ma ville et je passais du temps. Alors ça pouvait durer 1h30, comme ça pouvait durer toute la journée. Voilà, je voulais donner ce petit témoignage parce qu'on a une ville aussi magnifique, à Lyon, Ouais. étant lyonnais, mais des Lyonnais d'adoption peuvent tout à fait partager s'ils ont, je pense, ce cœur de cette volonté de partager, en fait. Voilà. Ouais, je comprends, j'ai tout à fait, bien, enfin, compris la question et les questionnements plutôt de Cyrielle et je partage effectivement la vision de Pascal, c'est de continuer de continuer à la rencontre et rechercher encore par curiosité et rechercher ces vibrations. En fait, c'est effectivement, comme tu disais, Cyrielle, on est hyper sollicité quand on part en voyage. Il y a que des on absorbe les informations, on absorbe, il y a que du nouveau partout et en fait, le retour, il est crucial là. C'est que et je réponds du coup en même temps à la question, que je vois dans le chat: «Aviez-vous préparé votre retour et comment l'avez-vous vécu?» C'est que oui, un retour, ça se prépare surtout quand on part longtemps. Alors quand on part pas longtemps, c'est pas aussi il y a pas autant de préparatifs, mais c'est un moment important. On Quand on revient, fou, on est soulagé, on est sous un toit, sécurisé, et cetera, OK. Mais le lendemain, on n'oublie pas tout ce qu'on a vécu et c'est justement là l'importance d'avoir tout intériorisé et c'est pour ça que je parlais de développement personnel. C'est que toutes ces leçons qu'on a apprises, toute cette, intention qu'on a mis dans nos rencontres, intention qu'on a mis dans ces découvertes, c'est juste un état d'être et cet état d'être, on peut le garder malgré, en fait, le changement de contexte, malgré le fait qu'on a l'impression qu'on se réduit. Mais le champ des découvertes et des stimulations sont réduits. Mais après, si on s'est bien imprégné et on a pu, en fait, digérer ce voyage, finalement, notre comportement et nos intentions au quotidien et aussi donc notre mode de prise de décision et comment dire? Nos interactions avec les autres humains, tout ça va refléter ce qu'on aura intégré et donc ça peut être justement de continuer à faire des rencontres, de s'engager dans une association. Ça peut être juste, d'avoir, un discours, plus, de rayonner plus de positivité autour de soi aussi. Ça peut être aussi quand on débat avec des personnes, d'apporter un peu de touche de ce qu'on aura appris à l'étranger. C'est, de partager notre expérience. Et en fait, le partage, alors du coup, dans notre association, par exemple, on encourage les voyageurs qui ont vécu beaucoup de choses à partager en produisant quelque chose de palpable et de partageable. Par exemple, une vidéo, par exemple, une expo photo, par exemple, un bouquin. Ça peut être aussi des courts-métrages, ça peut être un, un carnet de voyage, des écrits.
mais quelque chose en fait qu'une fois qu'on l'a bien vécu et que c'est en nous, le partager, en fait, aller sensibiliser d'autres personnes, c'est une étape de plus dans cette digestion et on se sent moins de: «Ah bah, de toute façon le voyage il est fini et puis je reviens dans la vie et puis pa et c'est dangereux parce que c'est là où on commence à re-rentrer dans le même rythme qu'avant parce qu'on s'est dit: «Bah, ça c'était juste un épisode passé de ma vie». Alors que justement, on peut continuer, le retour est une continuité du voyage, jusqu'au prochain voyage qui sera un nouveau chapitre d'apprentissage. Et je pense que ça, c'est effectivement de garder cette intention à soi, c'est assez important et ça peut, se traduire par des actions très réelles et très palpables. Ce que je trouve incroyable, c'est que c'était il y a 3 ans que j'ai fait mon voyage. Je suis partie 8 mois à peu près en Asie et c'était il y a 3 ans, mais presque tous les jours, sans exception, je repense à quelque chose du voyage. C'est ancré, quoi. C'est incroyable. Donc je sais pas vous, Pascal, Cyrielle, Tian, les autres, mais je sais pas si vous y pensez encore beaucoup? Moi, de temps en temps. Mais tu en as fait beaucoup, non, de voyages, toi? J'ai pas mal bougé, oui. Je crois qu'on n'est jamais je suis jamais restée plus d'1 an dans la même maison, je pense, mais ça, c'est aussi un peu l'histoire de ma famille, mais OK. j'ai pas mal bougé, mais je repense pas forcément tous les jours à ce que j'ai vécu, mais je sais que en fait, je vois dans mon comportement et dans ma façon de penser, de Mmh. prendre des décisions que c'est là, quoi. Oui, il y Et a en un fait, lien, quoi. Ouais. c'est ça et c'est juste, Mmh. je sens que j'ai changé Ouais. et et de ça, j'en suis extrêmement reconnaissante, effectivement, de toutes ces rencontres et de tous ces lieux où je suis allée. Ouais, pareil. C'est une drogue, hein, en vrai. On m'a dit: «Fais gaffe, tu pars, mais tu vas vouloir repartir ou rester». Alors effectivement, ça, c'est, des fois, on rencontre, même pendant les voyages, des personnes qui sont un peu perdues en route. Ouais, et qui D'où sont restés. l'importance, ouais, d'où l'importance du retour et en fait, comment j'ai préparé mon retour, c'est d'avoir un peu, ben, très concrètement, c'est d'avoir déjà, un projet quand on revient, heu et de commencer à y penser pendant le voyage. Quand on est déjà si on part, longtemps en tout cas, Mmh. de Ouais. savoir quel est notre prochain pourquoi je reviens quoi et où je reviens. C'est le choix du lieu, c'est important. Quelque part, on se sent bien, quelque part où il y a peut-être des gens aussi qui nous soutiennent. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un projet et du coup, j'ai cette motivation aussi de rentrer. Rentrer, ça ne veut pas juste dire la fin Ouais. d'un épisode merveilleux, mais ça veut aussi dire le début de quelque chose d'autre de merveilleux. Et puis, ce qui est important, c'est de se faire un petit check-in avec soi-même, assez régulièrement. Alors là, c'est avec des outils aussi de développement personnel, hein, que de se poser régulièrement, que ce soit tous les mois, tous les trimestres, tous les ans et de se dire: «OK, comment je me sens? Mmh. Et qu'est-ce que j'ai appris cette année ou ce mois-ci? Qu'est-ce qui a été super cool, et qui a été vécu super bien? Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire et qui m'apporte, du négatif dans la vie?» Voilà, se poser en fait des questions et se checker avec soi-même. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que, je suis en paix avec ce que j'ai vécu et que je suis en paix avec cette fin, que ce voyage ait eu une fin? Et tout ça, ben, c'est un peu de travail sur soi, effectivement. Ça se prépare, et les projets aussi, en fait, de retour, ils se préparent, ben, en les décomposant aussi, sans être trop ambitieux, mais juste, de se dire: «OK, je rentre et puis je fais ça, dans un mois après je m'installe» et cetera. D'avoir aussi des petites étapes comme ça, voilà, pour préparer son retour, hem et se ouais, de pas effectivement de peut-être essayer de penser que le retour, c'est aussi une continuité, quoi, du voyage. C'est pas un arrêt brutal, c'est une continuité, dans le cœur en tout cas. Je me permets ce que tu me dis, ce que tu dis là, ça me fait penser à en fait au fait de maintenir une sorte de mouvement finalement. Une Le sorte de pardon? Une sorte de mouvement. Oui. Quand tu parles de projet, en fait, Mmh. pour moi ça évoque, le fait
ouais, d'être toujours associé à quelque chose qui est en mouvement et qui se construit avec une vision en fait un peu plus lointaine. Puisque le Oui. mouvement, enfin, le voyage par lui-même génère énormément de mouvements, puisqu'il n'y a pas de permanence dans ce que, enfin, ou à des échelles très courtes. Et du coup, c'est ça qui, la peur du retour, elle peut être liée au fait de se retrouver immobile, justement. Donc les projets, c'est... Mais moi, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il faut comment dire, affronter l'immobilité? Parce que, enfin, comment voir l'immobilisme ou l'immobilité et la mobilité, le mouvement, de façon complémentaire, plutôt que de façon contraire ou opposée. Je ne sais pas si je suis très claire. Dans une phase, je pose des questions existentielles ce soir. Ouais, c'est le but. En même temps, le sujet de la conférence Ah ouais, était déjà assez... En fait, le retour de voyage, il se prépare exactement comme un voyage se prépare. Le voyage, il se prépare, donc le retour aussi, il se prépare. Mais ça, on oublie un peu. On a tendance à préparer beaucoup un voyage et à croire que c'est la fin. En fait, c'est la fin de notre vie, quoi. Alors que le retour, il se prépare. Et en fait, quand tu parles d'immobilité, finalement, elle est que physique. Et le mouvement, il doit continuer dans notre... Encore une fois, c'est l'intention qu'on met dans notre état d'esprit, état d'être. Et ça peut être en continuité, enfin, en continuité du mouvement. C'est-à-dire qu'on commence peut-être de nouveaux projets, on va peut-être changer quelque chose à notre vie, même si on retourne, par exemple, au même travail, qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de travailler? Je suis plus curieuse, est-ce que je vais aller apprendre d'autres choses, continuer à chercher des ressources sur internet, à lire des bouquins, ou aller rencontrer des gens, à voir des assos, etc. Tout ça, en fait, c'est un mouvement, même si on est physiquement dans un lieu, parce que du coup, on n'est plus sollicité par toutes ces découvertes nouvelles, on est physiquement, oui, immobile, mais il faut que la vie intérieure, elle continue à être riche. Elle soit plus riche qu'avant qu'on soit parti en voyage, en fait. Parce que ce voyage, c'est tout un apprentissage, c'est une école de vie. Et quand on revient, il faut que ça continue effectivement à bouger. Et on n'a pas, je ne crois pas qu'il faut affronter l'immobilité. C'est pas un affront, c'est pas contre, c'est une digestion. Et une digestion, même si on ne la voit pas, elle est là, ça bouge. On l'entend des fois. Donc ça bouge. Et je pense que ça peut être, voilà, ça. Je vois l'heure on dépasse un peu, mais les échanges sont vraiment riches. Je me demande si Julie, tu avais allumé ta caméra pour nous partager quelque chose. C'était pour rebondir quand tu as parlé de voyage local, du coup, avec le contexte actuel. Effectivement, moi, cette année, avec le Covid, du coup, j'ai voyagé en France et j'ai aussi fait des rencontres qui m'ont beaucoup bouleversée sur le chemin du Sud, où j'évoluais un peu de maison en maison et au final, j'ai fait beaucoup de rencontres directement chez les gens. Je dormais voilà, chez l'hôte directement. Et pour moi, c'est des rencontres aussi qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde, des fois pour avoir d'autres points de vue ou d'autres visions de la vie, tu parlais du chemin un peu, voilà, de l'avenir, des choses comme ça que tu voulais transmettre et partager. Ben, c'est vrai que alors j'ai beaucoup voyagé aussi dans d'autres pays, mais en tout cas, j'ai ressenti ces mêmes attaches et ce lien qui se crée avec des personnes qui n'étaient pas de mon entourage. Je l'ai ressenti aussi en France. Alors effectivement, il n'y avait pas la barrière de la langue, mais voilà, il y a ces moments intenses de partage, de repas, voilà. C'est un peu la petite anecdote. Merci pour ce partage. Effectivement, avec le Covid, c'est... Beaucoup de personnes se sentent frustrées, mais effectivement, alors, non seulement à l'assaut, on a des petits projets voyage local, mais maintenant, on a aussi le voyage à 2 pas.
Parce que c'est ça, c'est apporter un regard nouveau avec une intention nouvelle et du coup, on va vivre des choses différentes, même si physiquement, on va pas très loin. Et je comprends tout à fait, oui, ce que tu veux dire et moi-même, cet été, effectivement, je suis juste partie à 2 heures en montagne et j'ai vécu un moment avec des marmottes, toute seule dans la montagne, avec des marmottes, une chute d'eau et une montagne et je me suis sentie complètement coupée, du monde, j'avais l'impression quoi et c'est vrai, il y a pas besoin d'aller loin, c'est juste, regarder les choses, différemment. Hem Et Pascal nous dit, voilà, avec le Covid, on est dans la tension permanente entre mobilité et immobilité et partir à la rencontre de l'autre n'est pas simple et pourtant ah merci! Je l'ai un peu permis, ben, je suis contente d'avoir permis un peu de partir, ce soir, explorer un peu ça. Je vais du coup conclure, peut-être, cette petite soirée. J'ai été vraiment très, très contente de partager avec vous ce moment court, mais je le voulais court de toute façon parce que je me suis dit: «Ah, quand on sera en présentiel, on pourra parler, plus longtemps». Mais je vais épargner à tous de rester encore plus devant l'écran. Mais voilà, la petite phrase pour conclure, ce serait que, bah, vous vous rappelez quand vous étiez, jeune ou petit et que vous vous plaigniez de l'école, du collège, du lycée, des cours qui servent à rien, des profs qui sont aigris, qui aiment pas leur boulot, machin et qui vous imposent en fait un enseignement. La phrase typique du «les maths, ça sert à rien», hein. Moi aussi je l'ai senti et ben, en fait, le voyage pour moi, c'est l'école que vous avez choisie. C'est l'école dont vous êtes le prof et où vous avez totalement la liberté d'apprendre et on se le doit à nous-mêmes de continuer à apprendre toute notre vie et à se comprendre et à se construire pour plus s'épanouir. The end!